Bonjour, on est le dimanche 6 février 2022 et donc je vous propose une séquence de finances de marché en direction des DSCG et ceux qui préparent donc soit une licence finance, soit un master finance. Alors on me fait le reproche souvent d'avoir des vidéos trop longues, mais malheureusement j'ai beaucoup de mal à toujours synthétiser parce que à chaque fois je me dis lorsque quelqu'un va rentrer dans un cours, est-ce qu'il a tous les éléments précédents, etc. Donc ce qui me conduit souvent à faire des redites. Bon, aujourd'hui je vais dans un premier temps, donc cette vidéo je vais la limiter à sa plus simple expression. Je vais simplement vous rappeler l'essentiel du modèle de marché. En fait, l'objectif, c'est, après cette séquence-là, de pouvoir vous donner une écriture un peu plus simple du MEDAF et une lecture un peu plus simple du MEDAF, c'est-à-dire du CAPM, le Capital Asset Pricing Model, ou bien le modèle des actifs, modèle d'évaluation des actifs financiers. Alors, je vous rappelle une séquence que j'ai déjà développée sur le modèle de marché. Donc, lorsque vous avez un titre I, que vous allez effectivement, vous allez sur une certaine durée, sur une certaine période, on va dire sur 10 ans, sur 5 ans, vous allez effectuer des relevés donc statistiques des cours d'une action d'un côté, et de l'autre côté vous avez l'indice, par exemple l'indice CAC 40. Donc vous aurez ce qu'on appelle des couples rentabilité du titre associés à la rentabilité de l'indice. Donc là, je reviens bas sur le calcul de la rentabilité très rapidement. Lorsque vous avez le cours d'une action qui est à 50 et la période d'après, elle passe à 51, donc la rentabilité de l'action, ça va être du 51 moins 50. Éventuellement, supposons que l'action verse un dividende D, bien sûr plus D, divisé par 50 et multiplié par 100. Et donc là, vous avez la rentabilité du titre pour la période T. D'accord? Donc imaginez qu'on ait une cinquantaine de valeurs. Donc on ait une cinquantaine de valeurs d'un côté. Et vous avez donc ce qu'on peut appeler vous avez un repère donc ici dans lequel vous avez la rentabilité du marché en pourcent. Vous avez la rentabilité d'un titre, d'accord, en pourcent. Donc vous aurez ce qu'on appelle tout simplement votre distribution qui peut être comme ceci. Ok, voilà. Autrement dit, à cette période-là, la rentabilité du marché était de RMT et la rentabilité du titre, c'était RIT. D'accord? Voilà. Et donc, alors ça, bien sûr, ce sont des données historiques. Hein? On va donc utiliser l'aspect statistique, l'aspect de régression linéaire, sur lequel j'ai développé pas mal de séquences, hein, pour tout ce qui est ajustement d'un nuage de points par la méthode, donc la méthode de régression, méthode des moindres carrés. Donc ceci nous permet de tracer, d'ajuster ce nuage de points par une droite. D'accord? Je vais changer de stylo. Je crois qu'il a rendu l'âme. Voilà. Donc on peut ajuster ce nuage de points par une droite, n'est-ce pas? Droite donc obtenue par la méthode des moindres carrés. Alors, il faut savoir que donc le modèle de marché, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit bien sûr que il existe, on va établir donc un lien entre la rentabilité du marché et la rentabilité du titre, d'accord? En fait, ici, vous avez donc, vous rappelez l'équation de la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, serait quelque chose qui serait donc, par exemple, dans un premier temps, RIT, donc ça c'est mon ordonnée, ça c'est mon abscisse. Donc elle s'écrit comme ceci, donc alpha I plus, alors la pente de la droite, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, c'est le bêta du titre, plus le bêta I, donc rentabilité du marché pour la période T, d'accord, plus
ce qu'on appelle un résidu que j'appelle epsilon I de t. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette droite qui ajuste donc ce nuage de points. Ok? Alors, bien sûr, on peut définir donc RIT, donc c'est la rentabilité du titre pendant la période de T. RMT, donc c'est la rentabilité du marché pendant la même période. Le bêta I, c'est le bêta du titre, donc qui est propre au titre. Je vous rappelle l'écriture du bêta, le calcul du bêta, le bêta I, c'est quoi? C'est la covariance de RI RM, rentabilité du titre, rentabilité du marché, sur, bien sûr, la variance de la rentabilité du marché. Donc ça, c'est le bêta du titre. Et selon la valeur de bêta, on a expliqué très rapidement, le bêta était un nombre en général positif. On peut avoir des bêtas négatifs, mais en général, le bêta est positif. Et nous avons des valeurs de bêta différentes. On peut avoir un bêta supérieur à 1, on peut avoir un bêta égal à 1, et on peut avoir un bêta plus petit que 1. D'accord? Donc si on a un bêta égal à 1, ça veut dire que la rentabilité, c'est-à-dire que le titre suit exactement, se comporte exactement, réagit exactement de façon similaire au marché. Donc avec un titre dont le bêta est égal à 1, ça veut tout simplement dire que si le marché croît de 5% sur une période, le titre correspondant va croître de 5% de la même façon. Donc si le marché chute de 2%, le titre donc dont le bêta est égal à 1 chutera aussi de 2%. Et inversement, lorsque vous avez un bêta qui sera supérieur à 1, on dit que donc comment dirais-je, la rentabilité du titre va amplifier celle du marché. Autrement dit, si vous avez un titre dont le bêta est égal à 1,2 et que le marché a progressé de 10%, eh ben le titre va progresser lui de 12%. Autrement dit, il sera multiplié par le facteur 1,2. Donc on dit que tous les titres dont le bêta sont supérieurs à 1 sont des titres très sensibles aux variations du marché. On dit que ce sont des titres agressifs. En revanche, pour des bêtas strictement plus petits que 1, ce sont des titres défensifs. Donc ce sont des titres qui sont très peu sensibles aux variations du marché. Donc ça, c'est des notions qu'il faut bien comprendre, tout en restant, bien sûr, il y a quand même toujours un calcul mathématique derrière que j'essaie effectivement d'atténuer, parce que je sais que dans l'univers, pour les personnes donc, qui préparent notamment le DSCG, nous avons on peut avoir quelques soucis ici ou là de cet aspect justement mathématique qui peut présenter certains handicaps pour certains. Okay, donc ici très rapidement, donc ça c'est l'équation de la droite caractéristique. Alors ici, donc le alpha i, bien sûr, c'est ce qu'on appellera ici, c'est la valeur que je lis ici pour une rentabilité du marché égale à 0. Pour une rentabilité du marché égale à 0, nous avons ici un alpha i, et bien sûr le epsilon i, c'est un paramètre, donc ce petit epsilon, vous voyez tous les points qui sont là, s'écartent plus ou moins de cette droite-là. Et donc le epsilon i, c'est tout simplement un paramètre lié à l'action i. Vous voyez, voilà, c'est le paramètre lié à l'action i. Maintenant, donc ça, ce sont des données historiques. Maintenant, si on se projette et que là, on se place donc en avenir aléatoire, c'est-à-dire que si on adopte ce modèle-là et que ces variables-là deviennent des variables aléatoires, on pourrait écrire ceci, on pourrait écrire que la rentabilité du titre RI, je vais mettre un petit tilde comme ça, sera égale à alpha i, toujours bêta i, donc la rentabilité du marché, qui est cette fois-ci une variable aléatoire, et bien sûr epsilon de i, qui devient une variable aléatoire. Alors, bien sûr ici, je tenais à développer ça,
avant de pouvoir aborder l'écriture du MEDAF, tout simplement pour vous parler d'une notion importante, c'est ce qu'on appelle le risque total lié à un titre, qui se décompose en deux risques. Il y a ce qu'on appelle le risque spécifique et le risque de marché. D'accord? Regardez bien ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends deux actions, alors imaginons que le marché fasse ceci. Donc vous avez le marché qui évolue comme ceci. Et vous avez ici, donc ça c'est le marché. Imaginez que vous ayez une action qui fasse ceci. Alors je vais pas, celle-ci je vais essayer de la limiter pour vraiment la distinguer de l'autre. Admettons qu'on ait un titre qui évolue comme ceci. Ça c'est l'action A, le titre 1. Ou l'action 1. Ça, c'est le marché. D'accord? Donc, vous voyez, ici, nous avons ce qu'on appelle un risque de marché. Vous voyez le titre, il épouse à peu près il prend la direction, l'orientation du marché. Donc, le marché, vous voyez, il est en progression. Là, le titre présente une certaine volatilité. Maintenant, si je prends un peu plus bas un titre, là, j'exagère un peu, hein, le principe. Donc là, nous avons un titre, l'action 2, qui effectivement va aussi épouser, va suivre bien sûr l'évolution du marché, mais simplement avec une volatilité plus importante. En fait, ce titre-là et ce titre-là, on peut décomposer donc ces deux actions pour calculer le risque total. Il faut savoir que le risque total, après on va l'écrire mathématiquement, hein, le risque total est égal au risque systématique plus le risque spécifique. Alors qu'est-ce que c'est le risque systématique? C'est le risque de marché. Okay? Le risque spécifique, c'est le risque lié au titre lui-même. Alors voilà ce qu'on va faire. Ici, vous avez l'action A. Vous avez ici l'action B. D'accord? Donc là, je vais diminuer un petit peu pour montrer la différence. Donc ici, je vais avoir le risque de marché. Risque du marché. Qui sera égal pour les deux. J'essaie de mettre la même longueur. Donc là, c'est risque du marché. Et là, vous avez ce qu'on appelle le risque spécifique. C'est-à-dire le risque lié au titre. Donc là, j'ai le risque spécifique. Et bien entendu, d'après le théorème de Pythagore, si j'ai un joli triangle rectangle, et bien ici, je peux tout simplement calculer ce qu'on appelle le risque total. Voilà. Et ça, c'est le risque total. Et donc, le risque total ici, comme vous avez compris, nous avons les deux titres qui sont soumis au même risque du marché, mais comme le risque spécifique de l'action 1 est supérieur au risque spécifique de l'action 2, le risque total du titre 1, du titre B, est supérieur au risque total du titre A. Alors, mathématiquement, sans rentrer trop dans les détails, j'ai détaillé lors
lors de certaines séquences sur les variables aléatoires. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lorsque on prend deux variables aléatoires, on va dire qu'on va appeler grand X et grand Y, et donc si on fait leur somme, si on dit par exemple, on va définir une variable aléatoire Z qui est égale à AX plus BY plus C, A, B, C étant des nombres réels, donc l'espérance de Z, c'est petit a, espérance de x, plus petit b, espérance de y, plus petit c, d'accord? La variance de z, c'est tout simplement, faites attention, la variance de z, c'est, attention, ce n'est pas a fois variance de x plus b fois variance de y, mais a carré variance de x plus b carré variance de y. La variance, la variance de c, c'est une constante, elle est nulle. Alors à ça, il faut rajouter plus deux fois a fois b, la covariance de xy. Maintenant, lorsque les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, la covariance est nulle, donc l'expression de la variance, c'est tout simplement la variance de Z est égale à A carré, variance de X, plus B carré, variance de Y. Et voilà, à condition que X et Y soient deux variables aléatoires indépendantes. Et bien sûr, comme la variance c'est le carré de l'écart type, je peux aussi écrire l'expression, l'écart type au carré est tout simplement égal à A carré, écart type carré de X, plus B carré, écart type carré de Y. Donc voilà, cette relation-là est très importante. Ça, il faut bien l'avoir. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais aborder ce qu'on appelle la diversification de portefeuille. Là, je parle très vite pour éviter que la vidéo soit trop longue, parce que je voulais pour une fois essayer de me limiter, mais vous avez compris, mon travers, c'est qu'à chaque fois, je fais obligé de faire des références à des propriétés que j'ai déjà développées, tout simplement pour ne pas vous larguer tout de suite. Donc voilà, donc j'ai repris tout ça. Alors si on reprend notre écriture précédente à propos de la rentabilité du titre, on a dit que la rentabilité I est égale à alpha I plus bêta I, rentabilité donc du marché, plus epsilon de I. Epsilon de I. Alors, si on calcule la variance de RI, que j'écris comme ceci, la variance donc de RI, je vais l'appeler comme ceci, la variance de RI, donc l'écart type au carré, ça serait la variance de alpha I, ça fait 0, plus, rappelez-vous, donc plus bêta I carré, variance de Rm, que je vais appeler comme ceci, variance de Rm, plus la variance de sigma I. Je vais l'écrire comme ceci, variance de sigma I. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce que vous lisez? Ici, ça, c'est le risque total. Ça, c'est le risque total. Ça, c'est le risque spécifique. Pardon, risque systématique. Risque de marché. Risque systématique. Et ça, c'est le risque spécifique.
Alors vous avez compris, j'ai bien sûr omis d'écrire 2 fois ça covariance. Donc pourquoi? Parce que il y a indépendance entre la rentabilité du marché et justement cette variable aléatoire qui traduit la rentabilité du titre, mais qui va s'écarter du marché. Donc il y a indépendance entre ces deux variables, ce qui explique ce résultat. Donc voilà comment se présente donc le risque total d'un titre. Voilà, donc je vais finir avec un exemple donc numérique pour expliquer, pour mettre en avant donc ce risque total. Donc on va prendre un titre avec des cours, on va prendre un indice associé. On va donc calculer les rentabilités du titre et les rentabilités du marché, donc les rentabilités historiques. On va ensuite calculer tous les paramètres. On va effectuer notre régression selon le modèle, donc une régression linéaire avec la méthode des moindres carrés. On va déterminer donc, comment dirais-je, le bêta. Et on va donc expliciter, calculer le risque total du titre et bien sûr distinguer le risque total, risque systématique et le risque bien sûr spécifique, et retrouver le risque spécifique en faisant risque total moins risque systématique. Et dans une prochaine séquence, promis, je vais donc aborder la diversification et introduire donc le CAPEM, c'est-à-dire le MEDAF, c'est-à-dire le modèle d'évaluation des actifs financiers. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas encore une fois à commenter. Je passe donc sur mon poste pour développer cet exercice. À bientôt. Très bien, donc voilà comme convenu les éléments donc, que l'on a établis. Donc là, selon le modèle du marché, l'équation de la droite caractéristique d'un titre, c'est RIT alpha I plus bêta I RMT plus epsilon de I pour la période T. Donc epsilon de I étant une variable aléatoire, on peut donc calculer la variance de RI, comme on l'a écrit, c'est égal à la variance de bêta I RM, RM étant la rentabilité du marché, plus bien sûr la variance de epsilon I, sachant que la variance de alpha I est nulle. Et comme la variance, comme le risque, cette variable aléatoire donc, qui caractérise le risque systématique, et cette variable aléatoire qui montre effectivement les écarts entre la tendance, donc epsilon I, ce sont deux variables aléatoires indépendantes. Donc ça, c'est effectivement ce qui caractérise la spécificité du titre, qui est indépendante du marché. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de covariance. Ce qui me donne donc le risque total est égal au risque systématique, ou bien risque de marché, plus le risque spécifique. Donc là, je vais prendre un exemple numérique. Donc ici, j'ai le cours d'une action, sur les 20 dernières périodes. Et à côté, j'ai ce qu'on appelle l'indice associé, donc au cours, donc à cette période, l'action était de 38,56 € et l'indice était de 5045. Et donc j'ai calculé la rentabilité du marché. Donc en faisant quoi? Tout simplement, comme je l'ai expliqué, en faisant, alors on ne voit pas très bien, donc j'ai fait, pour trouver ça, j'ai fait donc 5034 moins 5045 divisé par 5045 multiplié par 100, et j'ai recopié vers le bas. Idem pour calculer la rentabilité de l'action, j'ai fait cette valeur moins cette valeur divisé par la valeur initiale multipliée par 100. Ok, et donc tout ça, j'ai fait donc A3 moins A2 divisé par A2. Et j'ai recopié la formule vers le bas. Et donc là, ça m'a donné les rentabilités du marché. Donc j'ai 19 lignes. Là, c'est la rentabilité du titre. Je l'ai appelé RP parce que c'était l'action Peugeot. D'accord?
Donc là, je peux l'appeler RI, si je veux, hein. Donc ici, la rentabilité donc, du titre. J'ai fait la somme. Ou ici, pareil. Donc ensuite, j'ai divisé par le nombre de valeurs ici pour trouver, donc ça divisé par 19 pour trouver bien sûr la rentabilité moyenne du titre Peugeot. Attention, ici ce sont des données bien entendu historiques. Okay, idem pour calculer la variance du titre Peugeot. J'ai tout simplement fait RP carré, j'ai appliqué la formule de la variance. Donc RP carré divisé par le nombre de valeurs, et RP carré, donc cette valeur-là, divisé par 19, moins la moyenne, donc G6 au carré. Donc ça, c'est le calcul de la variance. Donc là, c'est la formule, en fait, c'est la formule de Koenig, qui est très simple à manipuler. Donc au lieu de faire la somme des RI moins R moyenne, le tout au carré divisé par N, il suffit de faire simplement la somme des RP carré divisé par N moins RM R bar au carré. Donc ici, pareil, j'ai calculé la variance du marché en faisant donc RM carré, j'ai fait la somme et j'ai divisé par N. Donc ici, voilà. Donc vous avez G22, donc c'est la somme des RM carré divisé par 19, puisque j'ai 19 lignes, 19 valeurs, moins G8. G8, c'est la rentabilité moyenne du marché au carré. Voilà, donc ça me donne la variance de la rentabilité du marché. Là, j'ai calculé le risque, l'écart type donc de la rentabilité du titre, et là, bien sûr, le risque de la rentabilité du marché. Alors, on a appliqué le calcul pour trouver la covariance. Donc, ici, vous voyez très bien, là, j'ai listé, vous voyez ici, donc, vous avez la rentabilité du marché. Et là, vous avez la rentabilité du titre. Et j'ai donc effectué, grâce à Excel, un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Et j'ai tiré l'équation de la droite de régression. Et le 1,4197 est tout simplement le coefficient directeur de cette droite, ou tout simplement la pente de cette droite, qu'on appelle le bêta du titre. Donc ça, pour trouver tout ça, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, hein. Encore une fois, déjà que cette vidéo, je la voulais très courte. Donc je pense que je vais encore dépasser mon quota de minutes. Et donc là, j'ai calculé le bêta qui fait 1,41. OK. Et on va donc appliquer ce qu'on a dit précédemment à propos du risque total. On va calculer donc le risque spécifique. On va donc calculer le risque spécifique est égal au risque total moins le risque systématique. Cette partie-là étant le risque systématique, risque de marché, et ça étant le risque total. Et donc voilà ce que j'ai écrit. J'ai calculé donc le risque total est égal au risque du marché plus que le risque spécifique. Donc là j'ai mon équation. Le risque total, il est là. Alors bien sûr c'est la variance, hein. Donc c'est 0,174. Le risque du marché, c'est 1,42, donc j'ai arrondi le bêta. Le bêta qui était de 1,419, je l'ai arrondi à 1,42, donc c'est 1,42 au carré, que multiplie la variance de la rentabilité du marché, c'est-à-dire 0,0412, plus le risque spécifique. Et j'ai déduit en bas le risque spécifique, qui est tout simplement la différence. Donc là, je vais simplement rajouter qui est la différence. Le risque spécifique, c'est la différence entre le risque total et le risque de marché. Et ça me donne un risque spécifique qui est égal à 0,091% que j'ai ici en fait. Le risque spécifique, il est là. Et donc, que je calcule, donc ça c'est la variance. Pour exprimer le risque spécifique en pourcent, j'ai tout simplement pris la racine carrée de la variance. Pour trouver cette valeur-là, donc j'ai tout simplement pris la racine carrée de ce que j'ai trouvé ici.
Donc voilà pour le modèle de marché. Voilà pour le risque total, risque systématique, risque spécifique. Et voilà comment on fait pour calculer, avec des données historiques, comment on fait pour calculer la rentabilité du marché et la rentabilité du titre. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour aborder donc ce qu'on avait promis de faire, c'est la dérivation du MEDAF. Voilà, je vous dis donc encore une fois à très bientôt.